Bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. C'est une émission Time for the Planet, le mouvement citoyen qui rassemble 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui luttent à l'échelle mondiale contre les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, notre grande question du jour, avec Yann Arthus-Bertrand, c'est la sensibilisation par les images, montrer le beau est-il le moyen le plus efficace ? Alors c'est parti, chez Time for the Planet, on aime bien se tutoyer. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Yann ? Vas-y. Super. Alors, on a une petite question personnelle, tu n'es pas obligé de répondre, mais comme c'est le slogan de Time for the Planet, je la tente quand même. Yann, est-ce que tu fais pipi sous la douche pour sauver la planète ? Alors, moi, je ne pisse que dehors. Très bien. Ça fait chier mes enfants, mais par la nuit, je ne refuse de pisser dans les toilettes et de mettre 10 litres d'eau potable en l'air. Même ici à Boulogne, dans mes bureaux, je vais pisser le long de la Seine, dans un bosquet, parce que je refuse de pisser, de foutre en l'air 10 litres d'eau potable, c'est ridicule. L'eau qui a été traitée, qui vient de pas où, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc je ne pisse pas sous la douche, mais j'essaye de pisser dehors un maximum. Génial. Alors maintenant qu'on connaît ce détail très original sur toi, on va faire une petite présentation plus formelle. Donc Yann, tu es photographe et vidéaste de renommée internationale. Tu as fait tes armes en photographiant chaque jour pendant plus de 3 ans les lions du Kenya, où tu as aussi découvert la photographie aérienne en devenant pilote de montgolfière. Ton premier best-seller est le livre La Terre vue du ciel, qui est paru en 1999 et il a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans 27 langues différentes. En 2009, tu as sorti ton premier long métrage Home, produit par Luc Besson et vu par plus de 600 millions de personnes. C'est un état des lieux de la planète et une vision positive de ce que l'humanité pourrait faire pour préserver la nature. Tu as fait 2 autres grands documentaires, Human en 2015 et Woman en 2019, qui donnent la parole à des inconnus de tous les pays du monde sur leur situation de vie. Et tu as créé en 2005 la fondation Good Planet où on est aujourd'hui pour sensibiliser sur le climat et la planète. Et puis en 2021, tu as sorti le film Legacy, notre héritage, sur M6 qui parle du dérèglement climatique. Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que tu l'as vu ? Je l'ai bien sûr vu. D'accord. Et je l'ai adoré. Enfin, je l'ai adoré, mais ça m'a mis un petit coup derrière la tête quand même. Qui parle du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Tu parles aussi de l'intelligence de l'homme. Et de l'intelligence de l'homme. C'est ça qui est important. Absolument. Ben, on va en reparler. Alors, pour lancer notre grande question du jour, on va revenir sur ce que tu fais de mieux depuis des dizaines d'années, montrer le beau. Quand tu as commencé cette passion pour les images, tu as toujours voulu devenir photographe ? Non, pas du tout. Je rêvais de devenir scientifique et d'étudier les lions. Je me suis très longtemps occupé d'une réserve zoologique en France entre 20 et 30 ans. J'avais élevé beaucoup de lions et donc j'ai voulu faire une étude sur les lions. Et ce qui est formidable en France, c'est que même si tu as 0 diplôme, si tu trouves un directeur de thèse, tu peux faire un doctorat sur le comportement des lions. J'ai trouvé Pierre Pfeffer, qui était directeur du muséum. J'avais 29 ans et qui a très gentiment accepté qu'on prépare une thèse sur le comportement des lions. On est parti avec ma femme Anne au Kenya. Et moi j'ai beaucoup de mal à l'écriture, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, et donc ma femme écrivait et moi je faisais en photo, et ils avaient accepté qu'on fasse la thèse moitié photo, moitié texte, qui était très très nouveau dans les années 78, 77, très très nouveau. Et mon idole c'est Jane Goodall, et qui avait fait cette thèse sur les chimpanzés, qui avait donné des noms aux chimpanzés et non pas des numéros, qui était très moderne et très nouveau. On a fait à peu près la même chose avec les lions. Et donc je faisais beaucoup de photos. C'est un peu les lions qui m'ont appris la photographie, du moins la patience, cette beauté évidente. Et en fin de compte, on n'a pas soutenu la thèse. Quand je suis rentré en France, on a vendu nos sujets à tous les grands journaux, les Géo, les National Geographic. Et donc je me suis dit, c'est plus malin de devenir photographe, financièrement plus intéressant. Puis ma femme voulait faire une thèse. Une thèse de lettres, qu'on est parti dans son coin, et moi je suis devenu photographe, voilà, mais contrairement à ce que tu penses et ce qu'on dit, je ne suis pas un fou de la beauté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la beauté décryptée, la beauté expliquée. Sur mon livre La Terre vue du ciel, tu as une légende, tu as une grosse légende à côté. Et je me souviens qu'on avait fait l'expo rue de Médicis à Paris, dans la rue, de fait qu'il y ait des légendes, des gens regardaient la photo d'une façon différente. Donc moi, je suis un obsédé de l'information. Et quand je fais des films, c'est pour raconter quelque chose, non pas pour montrer que la beauté. La beauté toute seule ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté, bien sûr, et même la pollution peut être belle, hein, et il y a aussi la beauté des gens, quoi. Le fait d'avoir fait Human et Woman, je pense même plus intéressé par la beauté des gens, des actions, que par la beauté d'un paysage
qui est d'ailleurs, quand tu fais une photo, tu es toujours un peu en dessous de ce que tu as vu. La photo n'est pas jamais aussi forte que ce que tu as vu. Et surtout, la beauté sans conscience, ça ne veut rien dire, quoi. Si tu n'as pas une conscience amoureuse du monde qui t'appartient, dans lequel tu vis, ça ne sert à rien. Du coup, dans ton best-seller La Terre vue du ciel, le sous-titre c'était déjà témoigner de la beauté du monde et tenter de protéger la Terre. Donc c'est ce que tu dis, il y avait déjà cette idée de conscience. Oui, alors on dit plus protéger la Terre aujourd'hui, ça c'est un peu ringard. Ouais, protéger la planète, aujourd'hui on dit protéger la vie telle qu'elle est, quoi. La Terre elle va continuer à tourner, la planète aussi. Quand je vois toujours protéger la planète, ça veut rien dire, ça c'est protéger la vie telle qu'elle est. Et aujourd'hui, on parle quand même de la 6e extinction, donc on parle vraiment de l'humanité, quoi, du vivant sur la Terre. C'est ça qui est important d'essayer de préserver. Parce qu'en 99, quand on disait protéger la Terre, est-ce qu'on parlait déjà du dérèglement climatique? Est-ce que c'était déjà ça qui t'inquiétait ou c'était d'autres choses? C'était déjà les animaux? Alors, on a un peu tendance à oublier que le dérèglement... Alors moi, quand j'ai fait La Terre vue du ciel, il n'y a pas un mot sur le changement climatique dedans. Première édition. On n'en parlait pas. Personne n'en parlait. Kyoto existait, mais c'était très loin. On avait parlé du trou d'ozone qu'on avait réussi à compenser. Et c'est vraiment le film d'Al Gore qui a fait changer les choses. J'en suis persuadé. Et à tel point que moi j'ai voulu maintenant, toutes mes émissions de télé et mes films sont compensés carbone, à faire la compensation solidaire, on en parlera si tu veux. Et vraiment, la fondation au début a été créée pour ça, pour faire la compensation solidaire de mes films en association et pouvoir aussi le vendre aux particuliers. Et après avoir vu le film d'Al Gore, je me suis dit, la compensation solidaire sur le carbone, je vais monter cette association, cette fondation, et on sera 300 ou 400 à travailler dessus. Mais pas du tout, aujourd'hui on est 5 ou 6 à travailler dessus. Donc tu vois, la compensation, ça n'a jamais vraiment marché, alors que nous on fait de la compensation solidaire, c'est-à-dire qu'on donne du méthane à des familles indiennes qui leur permet de faire la cuisine, de faire bouillir l'eau, ce qui est important, sans couper du bois, donc les enfants peuvent aller à l'école, et surtout ça évite la déforestation. Donc on en construit 25 000 en tout, donc c'est des très gros programmes aujourd'hui importants, et on fait de la compensation solidaire des transports aériens de grosses boîtes, voilà, et aussi de particuliers. D'accord. Du coup, tu utilises la beauté et les images comme vecteur de sensibilisation à l'écologie. Oui. C'est un peu la mission que tu t'es donnée dans ta carrière depuis le début, maintenant? Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de très engagé, en fin de compte. Moi, je m'occupais d'animaux. Quand j'étais au Kenya, j'avais le logo WWF. L'engagement, ça te fait du bien, quoi, quelque part. Et donc, j'ai toujours eu en moi cette envie de partager, de convaincre, voilà. Et en parlant d'environnement, moi je suis un écolo complètement perdu aujourd'hui. Imagine que moi, quand j'avais une vingtaine d'années, je votais Dumont, tu vois, on était les écolos, tu vois, on était anti-nucléaire, c'est la grande époque des fleurs, des petits oiseaux. Alors aujourd'hui, on parle de sauver l'espèce humaine, quoi. Le gap, il est gigantesque. Et très étonnamment, quand tu parles, moi quand j'avais 20 ans, on n'a pas peur de l'avenir. L'avenir, il était là. Aujourd'hui, l'avenir, il est quand même extrêmement angoissant. Quand tu sais lire et que tu regardes les vrais chiffres, oui, c'est très angoissant. Et encore, moi j'ai 75 ans. Mais un jeune de 20 ans qui arrive dans le monde d'aujourd'hui, le monde qu'on lui prépare, le dernier rapport du GIEC, est terrifiant, mais terrifiant. Je ne sais pas comment on n'est pas tous à réagir d'une façon mais beaucoup plus brutale là-dessus. Je ne suis pas pessimiste parce que j'aime bien ça, je préfère être un imbécile heureux en étant optimiste qu'un imbécile malheureux en étant pessimiste. Et quand même, c'est des mots tout ça quand même. Donc, au fond de moi, je sais très bien qu'on va vers un monde difficile et compliqué, et j'en vois pas du tout la sortie. Sincèrement, notre religion de la croissance nous empêche d'avancer, quoi. Et ça fait quand même, quand j'ai fait Home, on dépensait 90 millions de barils de pétrole par jour. Et aujourd'hui, on en consomme 100 millions, plus les énergies renouvelables. Voilà, donc les énergies renouvelables se sont additionnées aux émissions de CO2, quoi. On est complètement... on est incohérent. C'est ce qu'on dit dans Legacy, quoi. Voilà. Et on cherche toujours des espoirs un peu ailleurs. C'est le gouvernement qui ne fait pas son boulot, c'est le lobby. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est ça qui est intéressant. Et justement, ce nouveau film, Legacy, c'est parti de ce constat que tu avais fait Home il y a donc 10 ans à peu près, et que ça n'a pas suffi, c'est que tu voulais tirer une sonnette d'alarme, c'est quoi? D'où est venue l'idée?
Legacy, c'est parler avec bienveillance et gentillesse de ce qui est en train de se passer, sans accuser les autres. C'est ça, en fin de compte, on a tout essayé, hein. On dit qu'il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas faire peur, bon, chacun fait comme il peut. Mais moi je pense que voilà, il faut parler d'amour, enfin, il faut parler de comment ensemble on va arriver à changer le monde, tu vois. Et on est arrivé à un moment, une histoire de l'humanité qui est passionnant, parce que est-ce qu'on va y arriver ou pas? Jamais l'humanité a eu devant lui une espèce un problème à résoudre comme celui-là, tu vois. Donc faut tout. Et aussi, moi, je pense que le politique, en fin de compte, vu la façon dont ils sont élus, n'est que le miroir de ce que nous sommes. Tu vois, l'homme politique, il est là pour préserver le pouvoir d'achat, préserver la croissance, qu'on soit heureux, quoi, qu'on puisse payer l'école de nos enfants, qu'on puisse payer notre maison, c'est ce qu'on demande aux politiques. Malheureusement, il y a un manque de courage invraisemblable. Et les lobbies, oui, il y a des lobbies, bien sûr qu'il y a des lobbies, mais il y a aussi des lobbies écolos très puissants. Donc je ne crois pas que c'est le lobby qui... Bien sûr que les lobbies sans conscience, ça fait du mal. Mais en même temps, le monde il est comme ça, il faut accepter. Tu sais, je dis souvent que mon pays est le 3e vendeur d'armes au monde. Tu as déjà tout compris, hein. On est capable de vendre des armes en Arabie Saoudite qui vont bombarder le Yémen. Quand tu vois les chiffres aujourd'hui sur les guerres, moi ça me passionne ça. Aujourd'hui les guerres, c'est plus comme avant, c'est beaucoup de civils tués, tu vois, et dont c'est 90% de civils tués dans les guerres d'aujourd'hui, plus 30% d'enfants, quoi, tu vois. Et pour préserver notre économie, préserver l'emploi, préserver notre importation de pétrole, on est capable de travailler avec des gens qui sont infréquentables. Les gens d'Arabie Saoudite, ces gens-là, c'est des gens infréquentables, qui n'ont aucune conscience. Et on est là à leur vendre des mirages, vendre des rafales. Les rafales, les mirages, c'était avant. Tu vois, ça devient... et ça choque personne. On est très content de mettre en une d'un journal. Nous avons vendu 20 rafales à l'Inde. Ce monde-là, je ne l'accepte plus. Je n'ai plus envie. Voilà. Et c'est ça que tu as voulu dénoncer dans Legacy? Non, de toute façon, tu peux taper sur le bouton avec moi, je suis parti, mais je parlais tout à l'heure des 140 000 personnes qui ont manifesté la semaine dernière pour le virus, et des 40 000 personnes qui manifestent pour le climat, quoi. Avec une espèce d'inconscience, il y a un manque de bon sens. J'écoutais l'autre jour quelqu'un qui était un chef d'entreprise, mais voilà, qui n'avait pas l'air con, qui me parlait du vaccin et qu'on injectait pas une demi-puce pour le 5G, que Bill Gates avait... Mais des trucs, mais c'est un complotisme. Et d'ailleurs, chez moi, dans ma famille, j'ai mes enfants qui ne veulent pas se faire vacciner, et on n'en parle pas. C'est comme l'affaire Dreyfus, on n'en parle pas à table parce que c'est comme à s'engueuler. Là, on fait comme si ça n'existait pas. Ça devient ridicule, quoi. Je comprends plus ce que je veux dire dans un monde un peu compliqué. Et surtout, je trouve que c'est un monde très méchant, où il n'y a pas de... tu vois, les réseaux sociaux, c'est une agressivité, tu vois. Je voyais ce matin Macron avec une tête d'Hitler, tu vois, l'étoile jaune, tu vois, c'est très méchant tout ça, c'est vraiment agressif, quoi, tu vois. Et c'est marrant parce que moi j'ai fait Thinkerview, tu vois, c'est une espèce de chaîne qui est pas mal fait d'ailleurs. Et il m'a dit, surtout pas, regarde pas les commentaires. Moi je regarde jamais les commentaires, je m'en fous, je suis un peu blindé. Et ma copine Isabelle Delannoy qui a fait un livre sur l'économie symbiotique, très engagée, qui a fait le... Comment ? On l'a interviewé voilà, aussi. Qui a fait Thinkerview. Et elle m'a dit, écoute, j'ai regardé les commentaires, tous les matins je pleurais pour me laver un peu de ces méchancetés. On vit dans un monde vraiment où on n'a pas confiance dans les gens qui nous dirigent. On a confiance en personne, et indépendant, et c'est très curieux le monde dans lequel on vit. Je pense que les réseaux sociaux, c'est formidable, parce que ça peut faire avancer les choses. Génial, ce matin, j'ai donné de l'argent, pas grave, hein, tu sais, les trucs, les films en participatif, donc c'est facile, tu fais, toi, c'est génial. Tu peux aider les gens comme vous, qui ont des bonnes initiatives, et en même temps, c'est une espèce de déferlement de haine, de bêtises et de conneries, mais alors, qui t'avilit complètement, quoi. On va dans un monde qui n'est pas beau, quoi, tu vois. Et moi, je rêve d'un monde, toi, généreux. Je suis très nunuche, hein, là-dessus. Non, mais nous aussi, on est plutôt des optimistes.
Tu t'es beaucoup battu pour faire diffuser le film Legacy parce que est-ce qu'il était trop pessimiste? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, quand tu fais du film, tu te bats toujours. Tous les producteurs te disent tu fais jamais un film facilement, que ça soit Human. Même quand on s'appelle Yann Arthus? Ouais, écoute, ouais, bien sûr. Là, on fait un film sur les réfugiés, par exemple, important, et on a du mal à trouver l'argent. Le troisième, pas du mal, parce qu'on a commencé déjà à trouver des mécènes, mais en plus, moi, j'essaie de travailler d'une façon qui n'est pas commerciale. Et le seul film que j'ai fait, c'est Woman, que j'ai fait de façon classique. En fin de compte, il a été tué par le Covid. Le film est resté une semaine en salle. Après, il est passé à la télé, il va passer aux oubliettes, quoi. C'est nul. Faire un film sur les femmes, comme on a travaillé 3 ans, avec ce qu'on a fait, un film qui est dans les oubliettes, c'est compliqué. Bon, bah, il est incroyable, en plus, ce film. Non, mais et en parlant de méchanceté, par exemple, tu vois, sur Woman, tu travailles pendant 3 ans, tu fais le film que tu peux faire, quoi, avec Anastasia Mikova, j'ai pas fait tout seul. Et j'écoute un jour une critique sur France Inter. Ouais, alors le film qui n'a aucun sens, que des portraits les uns après les autres. Et le mec il finit en disant ah ben heureusement qu'Yann Arthus Bertrand ne prend plus l'avion, parce que moi il va arrêter de nous faire chier avec ses documentaires. Oh. Je me suis dit, mais la violence. Je me dis que tu peux dire Arthus c'est un parfait con, mais il a essayé quelque chose, il a essayé de faire un film, quoi, tu vois. Et Human on a été aussi démoli en France, hein, pareil. Tu te poses des questions quand même sur le. Je sais pas, j'ai pas bien compris. Je fais un bouquin là-dessus sur cette méchanceté ambiante, tu vois, qui est gratuite, qui est. En fait, quand existe en étant méchant, quoi, tu vois, en de bons mots, quoi. Et on parlait de quoi là? Je me demandais si tu avais eu beaucoup de mal à faire diffuser le. Oui, mais alors, Legacy, parce que si tu veux. Très noir, non, mais c'est vrai que moi, je suis assez pas pessimiste, mais je suis quelqu'un qui regarde le monde les yeux ouverts. On ne peut pas dire que tout va bien, que tu fais des films avec de l'espoir, alors que tous les ans, la concentration de CO2 augmente dans l'atmosphère, que les COP n'ont jamais fait descendre d'un degré, tu vois, ou d'un kilo l'émission dans le ciel. Il faut voir la vérité en face. Et que, et ensuite, je voulais dire ça en face. Je veux dire, faut arrêter de. En fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est d'être radical comme Greta l'est, quoi. Et je le suis pas, moi. Mais je pense qu'elle a complètement raison. Elle a 16 ans et elle te dit qu'il faut arrêter de prendre l'avion, parce que elle a raison. Moi, j'ai arrêté de prendre l'avion. Je l'ai pris tellement que je suis peut-être le premier aussi à le faire, mais je me suis dit, voilà une fille de 16 ans qui m'explique ce que je dois faire, quoi. Elle a raison. Et je pense qu'on n'est pas assez radical tous sur le bio, par exemple. Moi, je suis un radical, un ayatollah du bio. On a perdu 80% des insectes en France. 80% des insectes. Moi, autour de ma maison, je fais des hirondelles. J'avais 20 nids. J'en ai 2 aujourd'hui, des hirondelles. Pourquoi il n'y a pas d'hirondelles et plus d'insectes? En plus, il y a le changement climatique et tout. Alors le bio, c'est plus cher. Mais ouais, mais on peut tous, 3/4 des gens que je connais, ils peuvent se permettre de payer la nourriture un peu plus cher. Voilà, et en plus, ça aide les gens à mieux travailler, ça donne des emplois. Et tu vois, je me bats pourquoi les cantines dans les écoles ne sont pas toutes bio. Circuit court. Aujourd'hui, dans les cantines d'école, c'est des Sodexo, tu vois, qui amènent la bouffe. Alors qu'avant, il y avait la cuisinière qui faisait à bouffer, tu vois. On est dans un monde de facilité et de confort, et ce confort est en train de nous tuer, je pense. Voilà. Moins c'est emmerdant, voilà, plus c'est facile, on y va, quoi. Il y a un truc original dans Legacy, c'est que tu parles pas que du climat, tu parles beaucoup de l'histoire de l'énergie. C'était même la base du film. Hein. C'est même ça, c'est un peu, toi, c'est l'histoire de Jean Covici, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je voulais expliquer que l'énergie, c'est la base du monde, quoi. Et j'ai travaillé avec un scientifique formidable qui m'a vraiment aidé à faire ce film. Et on a fait un bon film parce que tous les deux, on était les mêmes. Je me souviens qu'on écrivait le texte, on se regardait tous les deux et quelquefois on pleurait d'émotion. Parce que c'était dur ou... C'est pas facile de parler de la fin du monde, tu sais. C'est pas facile de parler, de dire que notre façon de vivre est en train de tuer la vie sur Terre. Quand tu réfléchis vraiment à ce que ça veut dire et que tu as des petits-enfants et que tu aimes les gens, c'est pas... c'est un synonyme d'échec, quoi, tu vois. Quelque part, on n'a pas réussi à inverser. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on va arrêter, mais... Et on a fait un film, je crois, assez intelligent, en expliquant que l'énergie, la photosynthèse, on dépend tous de la photosynthèse, qu'on consomme des animaux qui consomment de la photosynthèse, c'est vachement intéressant. Et d'expliquer qu'en fin de compte, le pétrole, c'est l'énergie des morts. C'est ce vivant qui a vécu pendant des milliards d'années, qui a concentré le carbone et qu'on remet dans l'atmosphère. Voilà. Parce que le pétrole, c'est un accélérateur de progrès, c'est dans le film.
On a vachement bien expliqué ça, quoi. C'est un accélérateur de progrès incroyable. Simplement de penser qu'un agriculteur tout seul, aujourd'hui, produit 500 fois plus qu'avant un gars qui travaille dans les champs à la main, 500 fois plus, tu t'aperçois, et ce pétrole a transformé nos vies, quoi. C'est fou. Et ça qu'on voulait expliquer, et c'est plus d'abord, c'est l'intelligence de l'homme, comme on s'est servi de tout ça pour faire beaucoup plus. Et on vit tous beaucoup plus vieux, il y a plus de démocratie, il y a plus d'éducation. Le monde n'est pas si épouvantable qu'on veut le croire. Il est même bien meilleur qu'il était il y a une centaine d'années. Mais malheureusement, ce confort est en train de nous tuer, quoi. Nous tuer. C'est pas un petit mot, c'est la mort, tu vois. Tuer une civilisation, tu vois, et c'est pas moi qui le dis, c'est des dizaines de milliers de scientifiques. Et voilà. Il y a une analogie que tu prends dans ton film sur les 24 heures, où tu montres en gros que finalement la partie où on est actuellement vraiment anthropocène, c'est tout petit à l'échelle de l'histoire de la planète, de la vie, etc. C'est assez fascinant. Est-ce que pour ceux qui n'auraient pas vu le film, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement l'idée ? Non, mais on a comparé l'arrivée de l'homme à 24 heures de la Terre. Voilà, l'homme il est arrivé, il n'y avait pas, on peut discuter, tu vois, entre 1 à 2 millions d'années, sur 4 milliards, c'est pas grand-chose en fin de compte, tu vois. Et on explique que l'arrivée de l'homme, c'est un clignement d'œil avant minuit, quoi, tu vois. Donc je crois que c'est un millier de clignements d'œil avant minuit, donc tu vois bien l'importance qu'on aura dans l'histoire de la Terre, quoi. Zéro, on n'en aura pas du tout. Toi qui as parcouru le monde entier, est-ce que les populations avec qui tu discutes, elles ont compris ce qui se joue avec le dérèglement climatique ? Est-ce que par exemple dans les pays très pauvres, ils ont conscience de ce qui les attend ou pas du tout, c'est un privilège de très très peu de gens C'est-à-dire que... Enfin je sais pas si c'est un privilège vu l'information qu'on détient. Dans mes films, je travaille beaucoup avec les agriculteurs de subsistance. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais on a le temps ou pas là ? On a le temps. Bien sûr. D'abord, il faut dire que Legacy est libre de droit, donc tu peux le regarder sur le replay d'M6 pendant encore un an. En lien, ouais. Voilà. Un jour, je suis tombé en panne d'hélicoptère au Mali, il y a très longtemps, dans un tout petit village, avec une petite famille, tu vois, un gars qui est avec ses 2 femmes et ses enfants. Ce qu'on appelle ces gens qui travaillent la terre tous les jours, tu vois, comme un sacrifice quotidien pour se nourrir, qui vendent pratiquement rien, qui ont peur de la maladie, quand ils sont malades ils ne peuvent pas travailler, des gens qui font beaucoup d'enfants parce que les enfants c'est aussi des bras pour travailler, tu vois, des gens qui ont peur du modernisme, qui sont très loin, qui ne savent pas lire, pas écrire. C'est à l'époque où il n'y a pas de téléphone encore. Et ces gens, ils m'ont raconté leur vie, tu vois, pendant 2 jours. J'ai dessiné ma maison, ils ont tué une chèvre pour moi, tout ça. Et j'ai senti que ces gens, ils m'ont appris énormément, quoi. Ils avaient une connaissance de la nature que moi, je n'avais pas du tout. Ils étaient très loin de tout. Et je me suis dit que j'avais tellement appris pendant ces 2 jours que j'ai voulu faire le projet 6 milliards d'autres, qui était un projet qu'on avait lancé après La Terre vue du ciel, où j'ai envoyé 6 jeunes autour du monde avec des petites caméras poser les mêmes questions sur le sens de la vie. Et on a fait une expo au Grand Palais. Et après, oui, j'y avais été, avec des yurts. Là, voilà. Donc c'était vraiment le début de Human, tout ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé au Bangladesh, 160 millions d'habitants, un des pays les plus pauvres du monde, qui est bloqué, qui est un delta, donc très, très bas au niveau de la mer, qui est bloqué entre les glaciers qui fondent avec des énormes torrents qui arrivent d'en haut, qui sont en train de détruire des îles, parce que les gens vivent sur des îles, de gros deltas, qui bougent avec les courants, donc les îles disparaissent, et avec des cyclones sur la côte du Bangladesh, il y a des maisons anticycloniques partout. Ces gens, ils émettent 0,3 tonnes de carbone par an. Un Américain 20 et un Français 12. Il y a un mec qui vit au Qatar, genre 40 ans. Oui. Le pays qui a la plus grosse empreinte écologique, c'est le Luxembourg. Ah bon ? Oui, parce que le Luxembourg importe beaucoup de pétrole, où les gens viennent acheter chez eux, donc les gens viennent acheter le pétrole. Donc en consommation de pétrole, le Luxembourg est numéro 1 avant le Qatar. Le Qatar émet aussi énormément, c'est un des pays qui est le 2e, je crois, parce que c'est un des plus gros producteurs du monde de gaz, et ils liquéfient le gaz, donc ils utilisent beaucoup de CO2 pour liquéfier le gaz. Et puis surtout, c'est des gens qui n'ont aucune notion de changement climatique. Ça ne les intéresse pas, mais c'est un peu comme nous, hein. Une espèce de déni où on ne s'y intéresse pas. Ça ne rentre pas dans leur façon de penser. Je ne sais pas si tu connais Nicolas Stern qui a... Si, c'est avec son rapport. Voilà.
il a fait une étude il n'y a pas très longtemps sur les articles économiques dans les plus grands journaux économiques mondiaux, et dont le plus important. Sur 17 000 articles dans ces journaux, il n'y en avait que 40 qui parlaient du changement climatique, soit 0,04%. Ben, c'est pareil, c'est exactement comme les gens du Qatar, ces grands économiques-là n'ont pas conscience de ce qui est en train d'arriver. Et ça, c'est en dehors de leur façon de penser. Et je pense que quand ils voient un article là-dessus, ils le sautent. Ça ne les intéresse pas, c'est pas dans leur façon de réflexion. Peut-être que tout ce qui se passe en ce moment, les enfants, tout ça, mais c'est pas dans leur façon de penser. Et au Bangladesh, en tout cas, les gens n'ont absolument pas confiance de ce changement climatique. Donc ils ne sont pas en colère contre ceux qui continuent à émettre, ils n'ont pas compris. Moi je suis assez proche de réfugiés dont on s'occupe un petit peu, dont des étudiants réfugiés, et quand tu leur en parles, et je leur ai montré Legacy, et ils disent vous ne savez pas que ça arrivait. Le changement climatique, quand tu habites en Éthiopie ou au Mali, tu es en mode survie, donc c'est des trucs de riches en fin de compte, ça. C'est un devoir de riches, c'est pas les pays en voie de développement, ils sont loin de s'occuper du changement climatique, et c'est normal. En tout cas, c'est les premiers qui vont le souffrir. Donc quand même, dans Legacy, on dit un truc moi, qui m'a sidéré, qu'on a vérifié. En 2070, selon les prévisions, et les prévisions du GIEC, elles sont super exactes. Parce que ce qui arrive en ce moment, ça avait été prévu dans les années 90. C'est extraordinaire de voir ça. Le rapport de Rome, le rapport Meadows, il parlait déjà de 2020. Quoi, hein. Et on y est, quoi. C'est incroyable de voir ça. Il y a un très bon article dans Le Monde là-dessus. Et ces gens-là n'en sont pas conscients du changement climatique. Parce que quand tu es en mode survie, voilà, tu l'as bouffé tous les jours, là, tu vis au jour le jour, tu ne vis pas en réfléchissant à ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans. Voilà. Donc ces gens-là n'ont très peu conscience du changement climatique, c'est vrai. Et du coup, ce film, est-ce que c'est peut-être un peu violent de dire ça, mais est-ce que c'est un aveu d'impuissance? Est-ce que c'est en fait le beau, ça suffit pas à mobiliser et Home n'a pas suffi? Est-ce que c'est tu réfléchis pas à tout ça quand tu fais un film, tu fais le film que tu as envie de faire, tu te laisses aller, te dire ce que tu as envie de dire, et puis voilà, et moi j'aime bien convaincre. Si j'ai fait cette fondation, c'est pour justement pouvoir recevoir gratuitement des gens qui viennent ici pour parler de bienveillance, de gentillesse, de partage. Il y a des films, il y a un escape game sur le carbone, il y a des bateaux de réfugiés, tout ça, c'est une espèce de mélange, tu vois, un espèce de truc assez rond, où les gens peuvent prendre un peu... Moi je crois beaucoup aujourd'hui amener de la cohésion amoureuse les uns avec les autres. Et c'est ça qui a fait la force de l'homme. Si on a réussi tout ça, c'est parce qu'on est une seule espèce à travailler ensemble. Quand tu lis le bouquin Sapiens, tu vois bien que les hommes qui arrivaient, tu vois, les types qui avaient une lance, ensemble ils arrivaient à supprimer les plus gros animaux qui les dérangeaient. Tu vois, ils étaient bien moins forts qu'eux, mais ils y arrivaient, voilà. Puis après il y a la connaissance du feu, tout ça. Ce qu'on explique très bien dans Legacy, c'est vraiment on est une espèce extrêmement intelligente, hein, et envahissante. Voilà. Moi, il y a un truc qui me rend un peu schizophrène en ce moment. D'un côté, on lit toute la journée qu'il faut réduire, voire arrêter la viande, arrêter l'avion, ce que je fais. Hein. Mais en même temps, dès que j'allume la radio, j'entends des pubs pour le gros steak Intermarché ou pour le week-end aller-retour à New York en amoureux. Moi maintenant quand même. C'est un peu passé ça. Je pense qu'aujourd'hui, moi je connais bien les gens d'Intermarché. C'est en train de changer, Je les connais parce qu'il se trouve que bon, j'ai fait rentrer 2 réfugiés à travailler chez eux. Je suis rentré dans un truc, c'est plutôt vachement sympa. C'est tous des Intermarchés, c'est pas des c'est des indépendants qui vont dans le magasin. Mais quand je dis Intermarché, ça peut être c'est ça ou un autre. Mais en même temps, ils sont dans la croissance. Mais tu vois ce qu'ils jettent tous les jours. Ouais. Moi, mes petits réfugiés qui travaillent dans le supermarché, ils n'en reviennent pas de ce qu'ils jettent tous les jours. Ils n'en reviennent pas. Et comment tu fais pour pas devenir schizophrène en ayant toutes ces injonctions contradictoires de ce qu'il faudrait faire, ce que tu lis, et ce que tu entends par ailleurs qui ne change pas encore? Alors parce que je fais partie de ce monde et que moi j'étais là-dedans aussi. Et j'y suis sans doute encore. Donc quelque part, tu sais ce qu'il faut faire. Tu ne manges pas de viande. Si j'étais vraiment radical, je serais aussi végane, parce que quand tu vois la façon dont on le voit dans le film, comment on traite les vaches laitières et les veaux, c'est honteux. Donc parce que moi aussi je fais partie de ce monde. Je ne suis pas en dehors de ce monde-là. Donc tu arrives à jongler dans ta tête entre les incohérences. J'essaye de faire un peu mieux parce que j'ai mon âge et j'ai plus conscience de ce qui se passe. Et c'est ce que je dis un peu dans le film. J'ai aucun conseil à vous donner parce que moi pendant 4-5 ans de ma vie j'étais comme vous, quoi, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui
comme je lis que des papiers sur l'environnement, peut-être que voilà, ça me passionne, peut-être que je... Et c'est cette notion de la banalité du mal qui m'intéresse vachement, tu vois. Ce mal devient banal, tu vois, c'est Hannah Arendt, tu sais, qui était une philosophe allemande, qui avait dit ça au moment du procès d'Eichmann. On vit dans la banalité du mal. On prend de la viande, c'est pas grave. On mange du poisson, oh, voilà, on sait que c'est pas très bon pour l'environnement, mais bon, personne, voilà, tu vois, on prend la bagnole, c'est pas grave, tu vois, on est tous dans on prend l'avion, ouais, tu vois, bon, on est tous dans une espèce de banalité au quotidien, on sait que c'est pas bien, comme tout le monde le fait, bon, on le fait nous aussi, voilà, en se disant, mon voisin, et c'est de ça il faut sortir, je crois. Et ça, où Greta est formidable, parce qu'elle ne regarde pas les autres, elle dit, moi, je dois faire ça, et puis vous devez faire pareil, tu vois, et elle le fait d'une façon maladroite, tu vois. Et ce qui me plaît beaucoup dans Greta, c'est qu'elle souffre, qui me plaît. Donc moi, qui me rassure, c'est que c'est pas de l'ego, tout ça. C'est un moment, elle le dit parce qu'elle le ressent. Et elle est assez émouvante, tu vois. Elle est violente, elle est maladroite, mais elle a tellement raison, quoi. Cet été, j'étais à Porquerolles, je présentais un film, et comme j'étais dans mon film, je voulais mettre Greta dedans, je faisais une interview dans la rue aux gens comme ça, est-ce que vous aimez Greta? Mais c'est incroyable, 70% de gens qui la détestent, tu vois, elle est tellement agressive, tu vois, elle dérange. Mais bon, je pense que chez les écolos, il faut tout, il faut des gens qui dérangent, des gens plus cool, c'est ça qui fait la force, quoi, tu vois. Et il y en a de plus en plus. Et puis aussi une chose que je trouve très fort en ce moment, cette montée de ces jeunes qui ont 20 ans, qui sortent des grandes écoles, voilà, et qui ont vraiment pris... Parce que quand tu sors de grandes écoles, tu as travaillé, tu as étudié, tu as peut-être plus de temps à réfléchir sur le monde que si tu rentres chez Renault, tu vois, ou que tu fais un travail, je pense, hein, peut-être maladroit ce que je dis, mais je pense que quand tu es habitué à réfléchir, à écrire, tu vois, eh bien tu vois une espèce de montée quand même de prise de conscience très forte. L'autre jour, il y avait les Polytechniques qui ont manifesté pour pas que Total, tu vois, s'installe près de leur campus à Saclay, là. C'est vachement bien, tu vois. Et en même temps, tu vois, Total, ils avancent. Là, j'ai vu, ils sont en train de lancer, ils vont mettre sur toutes les pompes à essence un petit sticker où il y a écrit « Attention, ce carburant est une énergie fossile qui participe au dérèglement climatique, économisez-le ». C'est vachement bien, tu vois. J'ai reçu le SMS ce jour, c'est formidable que toi, Total s'engage là-dessus aussi. Maintenant, c'est des vendeurs de pétrole, tu vois, et la France a besoin de pétrole pour vivre, et ils vendent un truc qui est en train de nous tuer. Alors c'est compliqué, leur système économique, hein. Je ne sais pas comment ils s'en sortent. J'aimerais pas le faire, j'aimerais pas être à leur place. Alors, tu as parlé de Greta. Si on revient sur le pouvoir des images, pour prendre un peu le contre-pied de ce que tu fais, est-ce que l'image des catastrophes, ça fonctionne davantage pour mobiliser? Par exemple, est-ce que ce qu'on a vu sur les 50 degrés au Canada... Non, mais ce qu'on vient de voir sur l'Allemagne, là... Voilà. Est-ce que ça marche? Oui, je pense que ça marche, bien sûr. Parce que du coup, tu mises plus sur la beauté, tu mises sur la peur et le danger imminent. Tu pars sur un faux truc, là. La beauté du monde m'intéresse, mais depuis 20 ans, c'est pas ça qui m'intéresse. Et puis d'ailleurs, la beauté, c'est tellement subjectif, tu vois. Qu'est-ce que c'est que la beauté? Pendant le confinement, j'étais me promener toujours dans la forêt. Et j'ai vu la forêt qui passait, la verdure qui arrivait. Et je m'aperçois que la beauté, elle était autour de chez moi dans la forêt, l'harmonie de la forêt. Tu vois, et quand je suis rentré à Boulogne, dans mes bureaux, je trouvais tout moche. Les magasins laids, les bagnoles, les rues, les gens comme ils étaient habillés. Je trouvais ça laid. Alors que j'avais vécu 2 mois dans la nature, une vraie nature. Chance formidable par rapport aux gens qui étaient enfermés dans Paris, hein, je dois le dire. Mais c'est très subjectif la beauté. Il y a des gens qui adorent Paris, qui adorent le goudron, qui adorent... Moi, je trouve des villes moches. Je trouve le goudron laid. Je trouve ça ne m'intéresse pas. Les architectes qui te sortent des grands trucs, ça ne m'intéresse plus du tout, quoi. Je trouve qu'une forêt, il y a une harmonie, il y a quelque chose de naturel tellement plus intéressant et plus passionnant que ces villes fabriquées. Et quand tu fais de la photographie aérienne, il n'y a pas d'un côté la nature, puis d'un côté les villes. Les villes, c'est un peu comme des fourmilières dans la forêt. Tu photographies tout. Mais quand tu travailles en bas, et moi je suis en train de faire un film sur la biodiversité en France, et donc je m'intéresse beaucoup à l'intelligence du vivant. Voilà. Et des films comme par exemple Demain, qui se focus un peu sur des solutions, est-ce que tu trouves que c'est important parce que ça apporte de l'espoir, ou est-ce que c'est un peu des faux petits pas qui du coup cache un peu le... Écoute, il faut de tout.
Moi, je n'étais pas un fou de ce film, parce que j'avais l'impression qu'on l'avait déjà fait, mais ils ont trouvé un ton, et ça a super marché, donc c'est génial. Je ne vais surtout pas critiquer les gens qui font avancer les choses. Chacun fait comme à sa façon. Moi, je connais bien Cyril Dion, qui est un mec génial. C'est vraiment, lui, c'est lui qui a l'idée de la Convention citoyenne. Et donc, vraiment, je ne me permettrai pas de critiquer ce film. On vient de voir Animal, qui est aussi intéressant, que je viens de voir à Cannes. J'ai vu 3 films formidables. J'ai vu Animal, j'ai vu Bigger Than Us de Flore Vasseur, un bijou. Et un 3e, alors là, qui est le plus beau film que j'ai vu depuis très longtemps, La Panthère des Neiges de Vincent Munier, avec le texte de Sylvain Tesson, un texte avec les échanges, qui est pour moi un des plus grands films que j'ai vu depuis longtemps. C'est justement sur la beauté du monde. Ça, c'est un film sur la beauté du monde et sur la spiritualité, quoi. Notre place de l'homme devant la beauté. Donc il faut tout type de film, il faut miser sur les non, images... Mais sans la beauté du monde, je n'ai pas fait avancer grand-chose, excuse-moi, parce que ça fait quand même 40 ans que je photographie le monde, tu vois où on en est. Non, je ne crois pas que ça fait avancer. Il faut tenter d'autres choses pour compléter. Ouais, je crois qu'il faut tout tenter. D'accord. Sur Legacy, est-ce que ça a été donc, difficile psychologiquement de faire le film? Est-ce qu'au fur et à mesure que tu découvrais encore peut-être des chiffres plus compliqués, ça t'a mis en colère? Tu savais déjà tout? Alors Legacy, comme je suis un fan de Jean Covici, j'en ai hier un petit peu marre parce que c'est toujours un peu pareil. Et je trouve que son ton est assez désagréable quelque part à un moment. Tu dis, je voulais faire un film avec lui. On va filmer ses conférences. Et je voulais le filmer un peu dans sa famille avec lui, il a refusé. Mais il est brillantissime. À un moment, on sent qu'il est énervé, tu vois, qu'il dit, mais vous n'avez pas compris encore? On vous le dit 4 fois, j'aime bien ce que... Et je trouve qu'il a une espèce d'humour un peu grinçant que je trouve qu'il ne marche pas toujours. Mais je suis un fan de ce qu'il a dit et il le dit d'une façon tellement claire et tellement formidable que vraiment l'histoire de l'énergie, ça a été un peu la clé du film. Franck, il m'a aidé aussi, quoi. Il a amené cette connaissance, mais tout ça je le savais, quoi. En gros, ça fait 20 ans qu'on a la même histoire. Par contre, je suis en train de faire un film sur la biodiversité en France, sur tout ce qui est le vivant autour de nous, le vivant qu'on ne voit pas, qui nous regarde. Alors, en ce moment, il y a plein d'animaux autour de nous qui nous voient, qui nous regardent. Nous, on ne les voit pas. Et on fait un film là-dessus et on a récupéré les images de 120 cadreurs, réalisateurs en France. Il y a un mec qui filme les vers de terre, les chauves-souris, les trucs. Et je fais un grand film pour France Télévisions, je reviens sur France Télévisions, sur le vivant. Et je fais aussi un film making-of sur tous ces gens passionnés qui vont participer. Pourquoi tu photographies les chauves-souris pendant 10 ans, c'est intéressant de le savoir. Voilà. Donc, et là j'apprends beaucoup, parce que je croyais connaître beaucoup et je connais, mais rien du tout. Je viens de lire un livre formidable qui s'appelle L'esprit des abeilles, sur les abeilles. Ça me fascine, quoi, comment les abeilles se parlent, la butineuse qui part en reconnaissance et qui revient et qui dit exactement où sont les fleurs, quel est le nectar qu'il y a, combien d'abeilles doivent y aller. C'est fascinant, quoi. Et comme les abeilles, on les étudie depuis très long temps, parce que depuis les Égyptiens, on s'en sert, c'est des animaux domestiques en fin de compte. On connaît beaucoup de choses que je le savais plus ou moins, toi, l'espèce de danse, mais ça me fascine quand tu rentres là-dedans, c'est un monde... Alors ce que j'apprends aussi qui m'a pris, ce que je ne savais pas, je savais un petit peu, mais sans vraiment m'y intéresser, c'est l'importance des champignons par rapport aux arbres. Tous les arbres, les racines sont prolongées par des champignons. Les champignons, ils vont à 1 kilomètre chercher la nourriture, l'échange entre même le carbone, il y a pas du carbone qui est pris par l'arbre, non pas par la photosynthèse, mais par les champignons. Et cette espèce de relation incroyable qui est entre les champignons et les arbres, ça me fascine complètement. C'est l'intelligence du vivant. Donc les champignons, j'ai appris, parce que je l'ai appris, j'ai 7000 livres, il y a 3 sortes de champignons. Tu as le champignon qui va consommer tout ce qui est mort dans la terre. Tu as le champignon qui va nourrir l'arbre, un échange, et tu as le champignon parasite, voilà, qui parasite et qui vit sur le vivant. Voilà. C'est un mycorhize, voilà. Donc je découvre ça et je m'aperçois que moi qui croyais connaître un peu la nature et le monde, je ne connaissais pas grand-chose, ça me fascine. Voilà. Encore plein de choses à Mais découvrir. surtout, c'est l'intelligence du vivant, quoi. Comment chaque animal a sa place. Comment il a développé une stratégie, comment sur des millions d'années d'évolution, il s'est fabriqué. Et voilà, on sera capable d'aller sur Mars, mais incapable de fabriquer une abeille, quoi. Ça serait impossible à réaliser, tu vois. Tu avais dit à une époque qu'il était trop tard pour être pessimiste. Moi, j'ai 30 ans. Comment on fait pour rester optimiste pour la suite quand on lit un rapport du GIEC?
Je pense que d'avoir peur, c'est sain, de toute façon. C'est un truc qu'on a développé en nous pour lutter contre ce qui arrive devant nous. Donc c'est bien d'avoir peur. Tu sais, on va tous mourir. Hein. Donc voilà. Et comment on va tous mourir, on le sait tous. Hein. Donc on n'a pas au quotidien peur de sa mort. Et d'ailleurs, pour finir ton interview, je ne sais pas si c'est la fin ou pas. Si, c'est la fin. Je vais dire une chose que j'adore, une phrase que m'a dit une femme. Je le dis beaucoup, mais je le redis. J'ai encore fait les interviews de Human autour du monde et qu'on disait à cette femme qui est à Madagascar quel est son plus grand rêve. Alors elle m'a parlé de la mort de ses enfants, du climat, de l'argent. Et je lui dis non, en tant que femme, en tant qu'être humain, qu'est-ce que c'est ton plus grand rêve? Des gens qui ne savent pas lire, pas écrire, tu vois, qui sont les gens les plus simples du monde. Pour moi en tout cas, et en fin de compte elle m'a dit quelque chose de tellement intelligent, tellement brillant, tellement magnifique, auquel je pense tous les jours. Elle m'a dit en me regardant dans les yeux, j'aimerais mourir avec le sourire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu vas mourir de toute façon, et il faut que ta vie soit pleine, soit remplie, qu'elle ait du sens, sois fier de ce que tu as fait, afin d'avoir la chance de mourir avec le sourire. Et ça c'est un cadeau incroyable qu'elle m'a dit, je pense, que de réfléchir, de dire ça simplement, de mourir en tant qu'heureux. Un peu comme la mort d'Axel Kahn il n'y a pas longtemps, tu vois, qui a dit je vais mourir et je profite de mes derniers moments, je dois mourir, c'est ma vie, il faut que je l'accepte. Eh bien accepter sa mort, c'est aussi accepter, je pense, sa mission et son devoir, ce qu'on doit faire dans sa vie, tout simplement. Super. Eh bien, on va conclure du coup. On a un petit livre d'or que je te laisserai signer où tu pourras nous mettre un petit mot pour Time for the Planet. J'ai pu te présenter en 2 secondes ce qu'on faisait. Est-ce que tu trouves ça intéressant, cette démarche citoyenne, d'essayer d'aller trouver des innovations contre les gaz à effet de serre? Je trouve ça nul, ça sert à rien. On arrête? Non, mais de toute façon, je ne connaissais pas votre société, et bravo. Bon, de toute façon, je pense que, tu ne vas pas me dire le contraire, mais ce côté mission, devoir, de faire des choses qui sont utiles aux autres. En tout cas, moi, je fais beaucoup de conférences, tu vois, beaucoup en visio dernièrement, dont avec des grosses boîtes comme AXA, Total. Et je leur dis chaque fois, mais il faut que vous soyez contents de ce que vous faites, quoi. Dans la vie, il faut être heureux de quelle est ta place, il faut que tu te sentes utile. Et ce que tu fais, manifestement, vous devez te sentir utile tous les jours. Donc bravo, voilà, tout simplement.